Tu sais ce qui est si tragique à propos de l'Europe? L'Europe suit la même direction en matière de politique étrangère, la même direction qu'Israël a prise. Israël n'a personne d'autre que les États-Unis, et les pays qui entretiennent une certaine relation avec Israël le font à cause des États-Unis. Et l'Europe va dans cette direction, Pepe. Tu vois, elle n'a pas de politique étrangère indépendante. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais si elle devient totalement dépendante des États-Unis, alors viendra le moment où l'opinion publique américaine se demandera pourquoi devons-nous soutenir l'Europe? Parce que si l'Europe devient dépendante en matière d'énergie, pétrole, gaz, et qu'elle ne peut pas se le permettre à cause des prix américains, alors, au bout du compte, cela deviendra un fardeau pour les États-Unis. Cela les mettra dans la même position qu'Israël aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils voient le genre de menaces qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Non, ils ne le font pas, Nima. La réponse courte à ta question, c'est qu'ils ne le font pas. Tout d'abord à cause de leur propre médiocrité intérieure. Le fait que la plupart d'entre eux ont des taux de popularité absolument consternants et qu'ils savent qu'ils doivent s'accrocher à quelque chose, sinon ils vont être renversés. Et on pourrait même en arriver à un scénario de fourche, où tu sais, voir Madame Guillotine rendre visite à beaucoup d'entre eux, voire à tous. Les exceptions sont bien sûr certains Européens de l'Est qui sont en marge, comme dans le cas de la Hongrie, pas exactement en marge. La Hongrie est probablement le principal opposant à la stupidité de Bruxelles. Et au moins Orban le dit ouvertement, et tout le monde le sait, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est et au-delà. La Slovaquie aussi, certains mouvements en Autriche également. Il y a donc une opposition à la stupidité kafkaïenne de Bruxelles, disons-le ainsi. Mais rien ne changera la trajectoire qu'ils ont fixée il y a des années, voire des décennies, quand on regarde ces harpies à la tête de la Commission européenne, et surtout ce stupide néerlandais, Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Quand on met tout cela ensemble, non seulement leur stupidité, mais aussi leur totale incompréhension de la situation géopolitique actuelle en Europe, en Occident et dans le monde. Et par-dessus tout, le processus de vassalisation. Tout se déroule alors que l'Europe est vassalisée jusqu'à un point de non-retour par les Américains et par l'Europe elle-même. La direction Trump 2.0, disons-le ainsi que l'écrasante majorité des républicains, méprise l'Europe à la fois comme alliée et comme vassale. Elle n'a strictement aucune importance en quoi que ce soit. On ne lui permet même pas de s'asseoir à la table des chiens, juste à côté du grand banquet où siègent les véritables puissances, vous voyez. Et elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Et évidemment, puisqu'elle s'est mise dans cette situation, elle n'a aucun instinct d'autocritique pour analyser ce qu'elle s'est infligé. C'est impossible. Absolument impossible. Nous les voyons donc devenir de plus en plus ostracisés par le Sud global, à la manière d'Israël, comme vous l'avez mentionné. Exactement. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est intensifier leur rhétorique et, bien sûr, proférer des menaces avec ce qu'ils n'ont pas, de la main-d'œuvre, des armées capables, suffisamment d'armes, même si elles sont achetées aux États-Unis, selon ce que les États-Unis acceptent de leur vendre, même si c'est payé avec des euros surévalués, soit dit en passant. Et bien sûr, des menaces contre la Russie, l'Iran et par intermittence la Chine, sans arrêt. C'est tout ce qu'ils ont. Et pire encore, du vol pur et simple. Nous sommes mercredi aujourd'hui, n'est-ce pas, Nima? Devinez ce qui sera décidé demain à Bruxelles? S'ils oseront réellement voler, littéralement voler, au moins 140 milliards d'euros d'actifs russes et trouver quelques manœuvres juridiques pour le justifier dans leur propre terminologie. Ces fonds, pour reprendre leur propre terminologie,
sont destinés à ces gangsters de Kiev. Eh bien, si cela se produit, adieu à quiconque investit dans l'Union européenne et adieu à toute crédibilité de l'euro et de l'Union européenne dans son ensemble. Voyons donc ce qui va se passer demain à Bruxelles. Demain est une étape très importante. Voyons cela. Il y a des gens, des économistes un peu partout en Europe qui disent « Réfléchissez-y à 10 fois avant de faire ça, car sinon, nous sommes tous fichus. » Alors voyons. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas une décision géoéconomique ou géopolitique. C'est une décision politique étroite prise par ces soi-disant dirigeants absolument répugnants de l'Union européenne qui ont plus de pouvoir que les États-nations qui la composent. La situation est donc vraiment sombre. Et il n'y a pas d'issue, Nima. Cela va empirer encore et encore. Pepe, comment vois-tu l'autre camp? Comment perçois-tu la position de ces atlantistes en Iran et en Russie? Quelle est leur attitude au fil du temps? Cela dépend du sujet, Nima. C'est une discussion très complexe. Par exemple, j'ai lu aujourd'hui un article publié sur un portail très sérieux, en anglais, en russe et en allemand, qui démontait les arguments de certaines personnes se présentant comme des experts de la Russie et prétendant savoir exactement ce qui se passe dans les véritables coulisses du pouvoir russe. L'analyse est essentiellement juste, car personne, surtout pas nous, experts étrangers, analystes, journalistes, correspondants, etc. Même après avoir passé beaucoup de temps en Russie, ne sait vraiment. Personne ne sait vraiment. En ce qui me concerne, au cours des 3 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps en Russie. J'y ai noué de très bons contacts et j'ai été accueilli à bras ouverts, car j'étais l'un des très rares étrangers à avoir réellement décidé d'aller en Russie, d'y passer du temps, de parler à tout le monde et d'essayer de comprendre le point de vue russe à plusieurs niveaux. Notre accès et les informations auxquelles nous avons accès ont une limite. Évidemment, le mieux que nous puissions espérer, c'est d'avoir des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec l'appareil de renseignement, avec les agences ou qui y ont travaillé auparavant, ou qui ont de très bons contacts, voire des groupes de réflexion. Mais il y a une limite. Ceux qui savent vraiment ce qui se passe sont Vladimir Poutine et le Conseil de sécurité. Personne d'autre. Et bien sûr, Gerasimov. Gerasimov doit savoir, pour des raisons évidentes, il est le ministre de la Défense. Et c'est tout. Il y a beaucoup de choses que même le ministre des Affaires étrangères de Russie ne connaît pas. Donc, on ne peut pas se présenter comme un expert de la Russie, peu importe d'où l'on vient, peu importe le temps qu'on y passe ou à quel point on continue d'apprendre. De mon point de vue, je me considère en Russie comme un étudiant à plein temps, sans interruption. J'apprends constamment, surtout les subtilités de la manière russe de penser, de prendre des décisions et de planifier à long terme. Par exemple, on ne peut qu'admirer la façon dont ils planifient le développement de la Sibérie et de l'Extrême-Orient russe. On le voit chaque année lors des forums de Vladivostok. Ainsi, on apprend à comprendre et à apprécier la planification à long terme à la russe, très proche du style chinois. Dans le cas de l'opération militaire spéciale, c'est bien plus complexe, car il existe tout un éventail d'opinions sur la manière dont elle devrait être menée. Si vous allez dîner dans un bon restaurant à Moscou et qu'il y a 4 ou 5 personnes à table, chacune aura une analyse différente de la manière dont l'OMS a été organisée et de la façon dont elle devrait se poursuivre à partir de maintenant. Et ce sont des personnes très bien informées, instruites et bien connectées. Il n'y a donc pas de monopole sur la façon dont Poutine va mettre fin à l'OMS. C'est un fait public, de la part de Poutine et de tous les autres au sommet du gouvernement, que la démilitarisation signifie la démilitarisation de l'Ukraine et de l'OTAN. Ainsi, dès que Poutine et le Conseil de sécurité seront convaincus d'avoir accompli
disons 90% du travail, en approchant les 100%, ce sera terminé. De leur point de vue, ce sera la fin de l'OMS. Cela va prendre beaucoup de temps. Et la dénazification, c'est une affaire de génération. And denazification, it's a matter of generations. You cannot denazify Ukraine in 1 or 2 years. On ne peut pas dénazifier l'Ukraine en 1 ou 2 ans. Cela prendra au moins 2 générations. C'est un processus à long terme. Et maintenant, il se retrouve une fois de plus face à Narcisse, se noyant chaque jour dans son propre marécage, fasciné par son image et changeant d'avis toutes les 5 secondes, d'un cycle médiatique à l'autre. Ah, je vais organiser une rencontre avec Poutine en Hongrie. J'ai déjà appelé Orban. Tout ira bien. Et puis, quelques jours plus tard, je ne veux pas perdre mon temps. Comment peut-on faire confiance à un dirigeant politique comme celui-là? Vous savez, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a rien. C'est juste ce cirque incessant qui monopolise le cycle médiatique, sans arrêt, accaparant notre attention. Des analystes indépendants, sans arrêt. Et personne n'y comprend rien, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Parce que personne d'autre ne prend de décision à Washington, D.C. C'est seulement le grand narcissique, le maître autoproclamé. Et tout le monde doit dire « oui, maître ». Il s'est lui-même qualifié de dirigeant du monde, le roi de tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas une blague. Il croit réellement qu'il est le roi du monde. Dans son esprit, il décide de tout et il a le droit de changer d'avis à tout moment, parce qu'après tout, il est le président de la puissance la plus importante de l'histoire de l'humanité. Comment peut-on? C'est difficile, bien sûr, quand on considère ce qui a fuité des 2 côtés lorsque Poutine et Trump se parlent au téléphone. Ce qui a vraiment fuité, je dirais, c'est peut-être 10, 15, 20% de ce dont ils parlent réellement. Je n'ose pas imaginer les silences entre les échanges. Et je n'imagine pas Poutine essayant d'expliquer à Trump quelques notions élémentaires d'histoire au téléphone. C'est pratiquement impossible. Personne ne peut faire ça. Ou du moins, quelques faits basiques de la vie, comme « Très bien, tu vas autoriser le lancement de Tomahawks contre nous, alors voici comment nous allons réagir. » Poutine peut dire cela en 30 secondes, de manière très claire. Et ensuite Trump, d'accord, il assimile cela pendant 10-20 minutes. Mais une demi-heure plus tard, il change d'avis. Donc vous voyez, il n'y a pas de continuité. Il n'y a aucune organisation. Il n'y a pas de véritable Conseil de sécurité nationale conseillant correctement le président, car la plupart de ses membres sont des idiots absolus. Nous avons un magnat de l'immobilier qui se prend pour un Bismarck. Allons, c'est un cirque. C'est un cirque. Donc encore une fois, il faut saluer la patience russe, la patience de Poutine lui-même et celle du Conseil de sécurité qui l'entoure, ce qui n'est pas nécessairement la patience du FSB ou du SVR. Vous voyez les dernières apparitions publiques de Naryshkin et de Bortnikov. Ils en ont vraiment assez de tout cela. J'imagine que si Naryshkin ou Bortnikov étaient présidents de la Fédération de Russie, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Tu serais instantanément plus heavy metal que là où nous en sommes maintenant. Mais c'est ça, c'est Poutine. Et ensuite, on accuse Poutine de quoi? Maintenant, il va donner encore plus de territoire à l'Ukraine qu'il y a quelques mois? Non, c'est un processus de négociation. Ces idiots ne comprennent pas la manière russe de négocier. Et bien sûr, Poutine peut complètement déstabiliser Trump quand il dit « Écoute, bien sûr que je veux conclure un accord, mais pour conclure un accord, tu dois écouter mes priorités. Si tu n'écoutes pas mes priorités, il n'y a pas d'accord, parce que ce sera ton accord. Et ton accord n'est pas mon accord. Un accord, c'est entre nous deux. » Essaye d'expliquer ça à Trump, Nima, au téléphone. Impossible. Impossible. Pepe, le principal problème, semble-t-il, d'après ce qu'ils en disent, est un cessez-le-feu immédiat,
ce qui n'est pas acceptable pour les Russes. Pas question. Et c'est la réponse polie. Oui, et la clé de tout cela, je pense, c'est ce que tu as mentionné, la démilitarisation et la dénazification. Mais on ne peut pas démilitariser l'Ukraine sans démilitariser l'OTAN dans cette région. C'est là que réside le point essentiel. Ce qu'ils ne comprennent pas, à mon avis, c'est que la Russie et la Chine seraient plus qu'heureuses de ce concept. L'Iran aussi s'en réjouirait. Regarde la guerre entre l'Iran et Israël. L'OTAN est intervenue en faveur d'Israël. S'ils se tournent vers Taïwan, ce sera l'OTAN contre, tu sais, la Chine. C'est l'OTAN comme soutien aux États-Unis. Oui. Exactement. Parce que c'est entièrement l'OTAN. Exactement. 2 à 5% vont aux États-Unis. Cet argent ne va pas dans les poches du complexe militaro-industriel européen. Cela n'existe pas en Europe. Ils n'ont rien. Enfin, ils essayent. Leonardo et Thales disent qu'ils vont, vous savez, renforcer le qui n'existe pas, soit dit en passant, complexe militaro-industriel européen. Ce sont deux entreprises sérieuses au moins, mais elles n'ont pas ce qu'il faut pour construire quelque chose à partir de zéro. En gros, les véritables participants à ce nouveau complexe militaro-industriel à l'échelle européenne seraient au maximum 4 nations, peut-être 5. C'est tout. Vous imaginez l'Estonie en faire partie? La Lettonie du commandement militaro-industriel? C'est une blague. Ce qu'a dit Medvedev, le dernier commentaire de Medvedev, revient essentiellement à dire que, si certains commentateurs avaient encore des illusions, les voilà dissipées. Les États-Unis sont notre ennemi, et leur politique à notre égard n'est rien d'autre que cela. Ils nous considèrent comme leur ennemi. Qu'est-ce que cela signifie, Andrei? Parce qu'il parlait de l'annulation du sommet de Budapest. Il semble que la partie russe sache que l'atmosphère n'est pas propice à ce type de rencontre. C'est pourquoi ils ont décidé de se limiter à des appels téléphoniques entre les deux parties. Nous y allons. C'est toi qui t'en charges. Oh, très simple. Je veux dire, mon point de vue à ce sujet remonte à décembre 2021. Cela a été publié par le ministère russe des Affaires étrangères et s'appelait l'ultimatum. Mais beaucoup de gens n'avaient pas encore compris à l'époque que les conditions étaient déjà fixées. Elles ont en fait changé, car maintenant la Russie ne reste pas en retrait. Elle s'appuie littéralement sur cet ultimatum initial, comme il l'appelait, ou peu importe comment on veut le nommer. Mais désormais, il y a des conséquences. L'Occident uni, en s'engageant pleinement contre la Russie, a fini par être défait. Et Trump, eh bien, c'est comme au poker, vous savez, quand on a une quinte royale ou peu importe. C'est ce que Poutine a. Et Trump a, disons, des 2, des 4, peu importe. Aucune carte maîtresse. Donc, s'il veut jouer cette carte, les Russes n'ont aucune raison de la jouer. Et les Russes ne sont pas des gens naïfs, contrairement à ce que beaucoup aiment prétendre. Mais encore une fois, la plupart de ceux qui les décrivent ainsi sont des personnes qui n'ont jamais rien dirigé de leur vie. La question ici est donc, Medvedev est-il l'alter ego de Poutine? Soyons honnêtes, c'est une situation de bon flic, mauvais flic, tout simplement. Et les États-Unis, ainsi que l'Occident dans son ensemble, doivent prier pour que Medvedev ne devienne pas le prochain président, ce qui en réalité a une probabilité assez élevée de se produire. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une sorte de manœuvre de Medvedev, un geste populiste pour se faire élire lorsque le moment viendra. Non, c'est simplement ainsi qu'il pense. Et c'est ce qui a été dit. Et n'oubliez pas, ce n'est pas seulement cela. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est intervenu et pour la première fois a utilisé un terme auquel beaucoup, surtout en Europe, doivent se réveiller lorsqu'il a déclaré que leur réponse serait décisive et choquante. Alors que puis-je dire?
les Russes savent, pour ainsi dire, où le jeu se dirige. Et Trump, comme je l'ai déjà dit, la Russie lui a offert une porte de sortie. Trump n'est pas un homme d'État. C'est un politicien et pas un très bon. Donc sa partie est terminée. Il peut continuer à faire ce qu'il veut, mais vous savez quoi? La prochaine frappe visera évidemment des installations de l'OTAN. Si quelque chose de grave se produit, eh bien, en Russie, vous êtes prévenus. Le principal problème, Andrei, avec l'administration Trump, c'est qu'elle n'est pas cohérente dans sa façon de penser, ni dans sa manière de communiquer avec les Russes. En ce qui concerne le cessez-le-feu immédiat dont il parle, c'est la principale question avant la rencontre entre les deux présidents. Selon vous, y a-t-il une chance que la Russie accepte un cessez-le-feu immédiat? Non, je veux dire, c'est tout simplement hors de question. Et pendant que nous parlons, les Russes lancent maintenant l'opération pour libérer Kherson, pour ceux qui ne le sauraient pas. Quand on regarde la dynamique sur le front au cours des 2 derniers mois, encore une fois, écoutez, pour les gens qui ont grandi avec le film Patton et la vision hollywoodienne de la guerre, il est difficile de comprendre comment une vraie guerre se mène. Les Russes anéantissent environ 1500 membres des forces armées ukrainiennes par jour, plus ou moins. Et ils continueront jusqu'à ce que l'Ukraine se rende et suive ce que les Russes lui disent, ou jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'hommes. Je sais que ça semble horrible, mais la Russie dispose de toutes les ressources nécessaires pour continuer aussi longtemps qu'il le faudra. Donc la question est, par exemple, maintenant cela va évidemment être présenté à nouveau comme une sorte de manœuvre tactique, vous savez. Mais à Pokrovsk, qui est en fait le nom régional de Krasnoyarsk pour cet endroit, ils s'enfuient de là comme des rats, vous savez. Des groupes de 10 hommes utilisant manifestement des civils comme boucliers humains. C'est essentiellement une tactique de l'OTAN. Donc oui, Pokrovsk, si vous regardez la carte de Pokrovsk aujourd'hui, la majeure partie est libérée. Ils se concentrent principalement dans la partie ouest et ils fuient. Et en fait, il y a un point intéressant. Au cours des derniers mois, la tendance est très marquée. Les forces armées ukrainiennes essaient simplement d'éviter tout type de contact de combat, car elles sont démoralisées, à moins, bien sûr, qu'elles ne soient droguées puis poussées dans des raids suicidaires, les soi-disant contre-attaques, où elles sont toutes tuées ou blessées, ce qui revient à peu près au même. Dans ce cas, la situation le long de la ligne de contact définit tout dans les relations internationales aujourd'hui. Un mouvement d'une brigade russe ou d'une escadre de l'armée de l'air russe a plus d'influence sur la politique internationale que, par exemple, n'importe quel rassemblement de généraux de l'OTAN essayant, vous savez, de faire semblant de savoir ce qu'est la vraie guerre. Ils ne le font pas. Et donc, en conséquence, nous avons ce que nous avons. La Russie, on ne peut rien changer à la position russe. C'est complètement idiot quand on voit des gens, même en Occident, allant de M. Orban à Steve Bannon, en passant par d'autres anciens, vous savez, gros bonnets du département d'État, de tous les endroits possibles, aller sur Sky News et dire « la guerre est perdue, c'est fini ». Oui, nous savons que c'est fini. La seule question est de savoir jusqu'à quel point ces criminels de guerre à Bruxelles, Londres, Paris et Washington veulent persister. Et la seule chose qui dépend d'eux, c'est combien d'autres hommes ukrainiens seront massacrés. C'est tout. Et la question est, encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Les Russes n'ont pas besoin de ces territoires, mais ils sont déjà profondément engagés dans les oblasts de Kharkov, Dnepropetrovsk et Soumy, vous savez. Et Kherson est en train d'être libéré. L'opération a déjà commencé. Donc je ne sais pas ce que les États-Unis peuvent apporter à la table aujourd'hui.
Et il y a une autre chose que beaucoup de gens ne voient pas derrière tout ce bruit blanc, derrière tout ce, vous savez, vendre l'histoire. Une bande d'organismes unicellulaires issus des médias. Vous savez, parce qu'aucune forme de vie complexe ne travaille dans les médias américains et occidentaux, surtout. Ils oublient que, par exemple, M. Ryabkov a fait une annonce stupéfiante hier, et quand M. Ryabkov dit quelque chose, il ferait bien d'écouter. Il a déclaré que la Russie ne partagerait aucune information concernant les armes ou les questions liées au traité START, peut-être le nouveau traité START. La Russie a donné aux États-Unis jusqu'en 2026, ce qui, soit dit en passant, arrive très bientôt à expiration. Après cela, il n'y aura plus aucune négociation sur un nouveau traité START et la Russie cessera de s'y conformer. Elle continuera à produire des choses dont beaucoup ne comprennent même pas l'importance. Il s'agit de systèmes de livraison stratégiques qui ont déjà modifié l'équilibre des forces dans le monde, le faisant pencher vers la Russie, en faveur de la Russie, à un point tel que ce ne sera même plus équitable. Quant aux États-Unis, oubliez l'Europe. L'armée européenne est insignifiante. Et quand on en parle, les gens disent « Oh oui, vous savez, Trump dit ça ». Il a dit, tu sais quoi? C'est comme ce truc du genre, il m'aime, il ne m'aime pas. Tu vois? Un jour, il veut les rencontrer. Le lendemain, il ne veut plus. C'est un homme totalement incompétent. Il essaie simplement de survivre parce que ses politiques intérieures échouent de manière spectaculaire. Et que puis-je dire? C'est ce qui se passe en arrière-plan, ce qui est plus important que les mouvements tactiques et opérationnels réels sur la ligne de contact des combats, parce que nous savons ce qui s'y passe. Nous savons déjà comment cela s'est terminé. Il nous reste seulement à comment cela va être arrangé en termes de résultat final, pour ainsi dire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du fait que beaucoup de nazis d'Ukraine doivent aller derrière les barreaux en Deorat. Il y a aussi de nombreux dirigeants politiques en Occident qui sont des maniaques génocidaires et de véritables criminels de guerre, des criminels contre l'humanité. C'est aussi simple que cela. Et ils doivent être traduits en justice. Comme vous l'avez mentionné, Sergei Ryabkov a déclaré que les appels au désarmement nucléaire, qui ignorent les réalités militaires et politiques actuelles, sont totalement irréalistes. On ne peut pas avancer avec ce type de politique en Ukraine ou ailleurs. C'est insoutenable. Les États-Unis, en tant que superpuissance, comme ils se percevaient autrefois, ne peuvent pas durer ainsi. Ils devront réduire leurs appétits de manière gigantesque. Beaucoup de gens en parlent, disant « oui, ils doivent se concentrer principalement ». Enfin, disons-le ainsi, les États-Unis sont bien plus que l'Amérique occidentale. Les États-Unis constituent une civilisation à part entière, qui intègre de nombreux éléments radicalement différents de l'Europe. En réalité, les Américains, en tant que peuple, diffèrent assez nettement des Européens. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de points communs. Bien sûr qu'il y en a. Et bien sûr, les États-Unis représentaient leur Ouest commun, qui était en un sens le dernier espoir de l'Europe. Les États-Unis ont lamentablement échoué en tant que tels. Et il est maintenant temps pour les États-Unis de, vous savez, se replier sur eux-mêmes et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays. Trump est incapable de faire cela. C'est un homme lâche, en réalité, et il a évidemment trahi le mouvement MAGA. Il les a vendus à la fois à la gauche et à la droite. Et il faut garder constamment à l'esprit qui est sa fille, Ivanka. Elle est mariée à un agent du Mossad à part entière. Donc cet homme est entièrement contrôlé, humilié en gros, par Tel Aviv et Netanyahou. Il est incapable de prendre la moindre décision géopolitique sérieuse. Mais les Russes font leur truc. Ils, vous savez, lui jettent un os de temps en temps afin de ne pas le tuer politiquement, car évidemment la Russie n'a aucun intérêt à l'humilier complètement, compte tenu de sa nature narcissique et impulsive, un homme qui ne peut vraiment pas contrôler ses impulsions.
a man who cannot control his impulses really, and Et il est maintenant acculé de tous les côtés. Il a eu la chance de changer les choses, tu te souviens? Oh, je vais arrêter ça en 24 heures. Puis c'était une semaine, 2 semaines, 1 mois, 100 jours. Et nous y voilà. Dans ce cas, comment gères-tu une situation où, en gros, le patient dirige l'asile? Il faut lui mettre une camisole de force, tu vois? Parce que si les États-Unis s'effondrent, ce sera totalement différent de l'effondrement de l'Europe, qui, soit dit en passant, est en train de s'effondrer à l'heure où nous parlons. Cela se produit en temps réel. Évidemment, les civilisations et les pays ne s'effondrent pas du jour au lendemain. L'effondrement de l'Union soviétique a été officialisé du jour au lendemain, d'accord, après le coup d'État d'août, mais elle se désintégrait depuis plusieurs années déjà. Et il en va de même pour des entités encore plus vastes, comme la civilisation occidentale. The same goes for even larger entities like Western civilization. So Trump is incapable of saving it. Donc Trump est incapable de le sauver. Il est incapable de sauver les États-Unis. Ce n'est qu'un escroc de l'immobilier new-yorkais, un homme de spectacle issu de The Apprentice. Il ne possède pas les qualités d'un homme d'État. Et dans ce cas précis, comment fait-on? Comment gère-t-on, en somme, le patient d'un asile, et violent de surcroît? Il faut le faire avec beaucoup de précautions, mais en même temps avec une grande fermeté. Comme je l'ai déjà dit, et je l'ai répété à maintes reprises, les États-Unis n'ont aucune carte à jouer, à moins de vouloir en venir à un échange nucléaire, et alors les États-Unis cesseraient d'exister, tout comme la civilisation humaine. C'est aussi simple que cela. Peu d'options. Not many options. So